nous sommes ensemble pour cette table ronde sur la politique foncière avec un petit gouvernement à ma table. Ça existe, ça, les gouvernements réduits, resserrés, on appelle ça, non, Jean-Claude Guessot? Oui, même si un poids lourd, dans quel sens vous voulez dire ça? Un poids lourd de l'histoire du logement en France aussi. Alors le micro pour répondre, et il est ouvert, attention. Hein. Donc à partir de moi... Voilà, c'était entre nous. Hein. C'était entre nous, d'accord. Voilà, c'était pas pour vous, c'était juste entre nous. On a à cette table, mesdames et messieurs, le président du CNOF, la Commission nationale de l'aménagement, de l'urbanisme et du foncier. Et nous avons également Jean-Claude Guessot, vice-président de la région Languedoc-Roussillon, ancien ministre de l'équipement, des transports et du logement, à qui l'on doit, entre autres, une loi sur ce qu'il ne faut pas dire et une loi sur ce qu'il faut faire. C'est ça? C'est ça, exactement. Voilà, deux lois pour Monsieur Guessot. Il y en a plus de deux, mais bon. Il y en a plus de deux, mais bon. Il y en a deux qui sont restés avec votre nom et sur lesquels... Il y en a même une contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie, à laquelle je tiens par-dessus tout. Alors, la loi sur le logement, c'est plus particulièrement celle qui va nous intéresser aujourd'hui, bien sûr, la fameuse loi dite SRU. Et avant de me tourner vers Thierry Repentin, je vais vous interpeller. Cette loi SRU, c'est votre bébé, cher Jean-Claude Guessot. C'est une quinzaine d'années, hein, on fête l'anniversaire, oui, c'est ça? Oui, c'est le 15e anniversaire. Là, au mois de, je crois, combien? 13 décembre. 13 décembre. Il est précis, il a regardé ses fiches. Hein. Le viaduc de Millau, c'est le 14 décembre et la loi SRU, c'est le 13 décembre. Le 13, c'était pas un vendredi. Voilà. C'était pas un vendredi. Non. 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 J'en sais rien. Alors, elle a vécu cette loi, elle a une quinzaine d'années, elle a grandi, c'est une adolescente. Comment vous la trouvez? Est-ce qu'elle est en forme? Non, mais deux choses. D'abord, je veux remercier les organisateurs, M. Ray, Mme Fraîche, de m'avoir invité à l'occasion de ce congrès des HLM et de cet anniversaire de la loi. Parce que cette loi, elle n'a pas été si facile que ça à faire passer. Enfin, vous pouvez regarder, là maintenant, on peut tout voir, hein, les débats à l'Assemblée nationale. Il faut voir l'adversité qu'il y a eu par rapport à cette loi. Alors la loi SRU, ce n'est pas que le logement, c'est aussi les transports, certains ne le savent pas. S'il y a eu la régionalisation des transports de la SNCF, c'est dans la loi SRU. C'était pour une nouvelle vie, en quelque sorte, urbaine, et pour une meilleure approche, y compris qu'il s'agisse de la mixité sociale, mais qu'il s'agisse des rapports des habitants à la ville, au logement, et ainsi de suite. Donc c'est ça. Mais alors, la loi SRU, elle a été honnie par ceux qui disaient, tout en disant, on est d'accord qu'il faut 20% de logements sociaux, mais ne nous obligez pas. Or, la loi SRU, elle a fait de ce chiffre de 20% une obligation pour toutes les villes et villages de plus de 3500 habitants et 1500 en région parisienne. Une obligation. Et alors là, ceux qui ne voulaient pas de ces gens-là, et j'ai encore un débat, et je ne veux pas citer des noms pour ne pas faire de la polémique, mais vous comprendrez, à Neuilly, ailleurs. Ah, mais comment vous voulez qu'on accueille des gens, pas les plus pauvres, parce que les HLM, il y a 70% de la population qui a le droit d'y accéder. Non, mais des gens modestes, même s'ils sont salariés, mais qui sont modestes et qui demandent, surtout quand ils sont jeunes, d'avoir un loyer abordable. Donc ça a été une bataille très très difficile. Cette bataille, elle s'est poursuivie parce que j'ai encore en mémoire, et ça personne ne l'a dit encore ce matin, j'ai écouté toutes les interventions, j'ai encore en mémoire à la région Languedoc-Roussillon concernant l'application de la loi SRU
et ce que nous faisions, nous, en plus, le Languedoc-Roussillon. Mais j'espère qu'on va y revenir. Mais j'ai encore en mémoire l'intervention d'un certain maire de Beaucaire. Peut-être vous avez entendu parler de ce personnage-là, qui disait « Mais oui, on est pour, Monsieur Guesso, appliquer la loi SRU à condition que ce soit uniquement pour les Français de souche. » Vous savez, la loi SRU, ce qu'elle porte... Et la mairie de Beaucaire n'était pas Front National à l'époque. Hein. Le maire de Beaucaire était Front National. En 2000... Quand il n'était pas encore, mais il allait le devenir. Donc il était dans l'âme. Et depuis, il s'est même fait remarquer, je crois, dans une dernière réunion avec le ministère de l'Intérieur à propos des réfugiés. Donc, cette loi SRU, elle a une histoire, et c'est l'histoire d'un combat. C'est l'histoire de vraiment, mais pas un combat pour opposer les gens les uns aux autres, mais d'un combat justement pour la cohésion sociale, pour l'amitié, pour la fraternité, pour le vivre ensemble, contre les ghettos, contre tout ce qui avilit, contre ce qui fait que d'un côté, il y a des quartiers pour les privilégiés, pour les aisés, et de l'autre côté, il y a les quartiers pour ceux qui sont dans la difficulté ou ceux qui sont tout simplement dans la vie des classes populaires. Voilà. Alors, oui, merci aux organisateurs de m'avoir invité à cette occasion du 15e anniversaire de la loi SRU. Et que je considère, je vous le dis comme je le pense, que Cécile Duflot a renforcé... Oui, j'allais vous poser la question. Oui, elle a renforcé la loi. Passer de 20 à 25%, est-ce que c'est de l'idéologie ou est-ce que c'est logique et cohérent et nécessaire? Justement, il faut pas d'idéologie dans ce genre de débat. Et c'est là où ils nous foutent de l'idéologie, des trucs où on va chercher, y compris les choses les plus abjectes quelquefois, au point que je me souviens d'un député de la Seine-Saint-Denis qui me disait dans un débat télévisé, pas télévisé, dans un débat à la radio sur France Inter, qui me disait « Mais chez moi, Monsieur Guesso, si j'applique votre loi, mais je serai battu demain parce qu'on ne veut pas de ces gens-là. » Ils proposaient l'apartheid. Alors la loi Guesso, la loi SRU de 2000, eh bien, elle a permis de faire avancer les choses, mais elle a prouvé que certains étaient encore dans l'état d'esprit plutôt payer des amendes que de réaliser des logements sociaux. Or, on a un besoin immense de logements sociaux, un besoin immense parce que la demande est considérable à l'échelle de la France, dont la loi Cécile Duflot, et je le reconnais cette démarche-là, eh bien, elle a fait progresser la contrainte en quelque sorte pour obliger toutes les collectivités à participer à l'effort de construction du logement social. Donc, vous adhérez à l'évolution de votre loi, entre guillemets, mais enfin, elle porte aussi votre nom, la loi Guesso, avec les prolongements, modifications qui ont été apportés par la ministre Cécile Duflot. Je vais rester avec nous, bien sûr, Jean-Claude Guesso. Je vais me tourner vers Thierry Repentin. On va parler foncier et effectivement, ça marche, le micro fonctionne. Et effectivement, l'évolution de cette loi SRU a en quelque sorte mis une pression supplémentaire sur les élus, et particulièrement les élus en situation de carence, en les obligeant à aller chercher encore plus de foncier. Et on verra tout au long de ces 3 jours que beaucoup sont déjà confrontés, alors soit à la rareté ou en tout cas au prix élevé du foncier. Et on va voir que parfois c'est quand même difficile de respecter, même si on partage, beaucoup d'élus partagent le point de vue de Jean-Claude Guesso sur cette mission qui vous a été confiée de débloquer un certain nombre de blocages dans cette société française. Vous pouvez nous en dire quoi aujourd'hui, Monsieur Repentin? Bien, alors, premièrement, je vais vous dire, je suis très content et très fier d'intervenir devant vous aux côtés de Jean-Claude Guesso, car, vous savez, c'est assez rare que des lois marquent l'histoire de la République. Et cette loi dont on fixe
aujourd'hui, qu'on va fêter le 15e anniversaire, elle a posé un principe républicain qui devrait faire que toute la population la soutienne. En aucune partie du territoire national, on ne doit se sentir exclu de l'accès au logement du simple fait de ses revenus. Parce que c'est ça que la loi SRU, elle pose comme principe. Partout, nos concitoyens, quels que soient leurs revenus, et la loi SRU, vous le savez, elle concerne 70% de la population française, potentiellement. Personne ne doit être exclu du logement du simple fait de ses revenus. Et c'est aujourd'hui, je considère, une des lois qui est dans le socle de la République française. Il y a eu pourtant des tentatives au cours des 15 dernières années d'amoindrir les effets de ce fameux article 55 de la loi SRU. Mais moi, ce que j'observe, c'est que quand vous faites un sondage sur le bien fondé de la loi SRU et de son article 55, une grande majorité de nos concitoyens disent qu'il faut la faire appliquer partout, parce que ça peut concerner des membres de notre famille, des gens qu'on connaît, et qu'on n'est pas sûr les uns et les autres qu'un jour on n'aura pas besoin d'un logement social pour effectivement nous apporter un toit. 15 ans après ce qu'a apporté Madame Duflot en passant de 20 à 25% exclusivement sur les zones tendues, quel est le bilan? Quel est le bilan? Et comment la mission qui m'a confiée peut faire que cette loi soit encore mieux appliquée? En 2000, quand cette loi est adoptée, qui, soit dit en passant, elle est déférée au Conseil constitutionnel, que le Conseil constitutionnel argumente en disant « c'est une loi de lutte contre la ségrégation, donc il faut qu'elle s'applique ». Celles et ceux qui l'ont portée, Jean-Claude Guessot avec Louis Besson, parce que vous formiez une sacrée paire tous les deux, vous aviez pensé que la loi ferait programmer sur des communes en retard, en 15 ans, 280 000 logements. La réalité, c'est qu'elle a fait programmer 430 000 logements sur des territoires qui n'en voulaient pas. Ça veut dire qu'après le combat, il y a des maires qui se sont dit « maintenant c'est la loi de la République, il faut l'adopter ». Et il y a eu une prise de conscience de la société française qui n'imaginait pas, avant cette loi, avant ce débat parlementaire, qu'on manquait autant de logements. 15 ans après, il n'empêche. Nous manquons de logements, des territoires n'appliquent pas la loi, et l'État s'est dit, il y a 2 ans, notamment à travers la loi du 18 janvier 2013, comment moi, État, je peux aider à programmer des logements sociaux plus facilement, c'est-à-dire avec une aide à la pierre, en quelque sorte, c'est un peu un sujet de ce congrès, l'aide à la pierre. Eh bien, tout simplement en vendant à des organismes HLM ou à des collectivités locales une partie du patrimoine de l'État en disant « je ne vous le vends pas, je ne le vends plus, pardon, au prix le plus élevé sur le marché. Je le vends au prix qui permet d'équilibrer une opération de logement social. » 2013-2014, c'est une loi qui a eu du mal à partir. Parce que beaucoup de maires, c'est encore le cas aujourd'hui, n'ont pas classé ces terrains de l'État en zone constructible. Parce qu'ils n'avaient pas anticipé que l'État vendrait ces terrains moins chers. Donc il y a des modifications de PLU, bref, les élus qui sont là et les opérateurs savent que ça prend un petit peu de temps. Bref, mais il y a eu 13 terrains vendus sur 2013-2014 et le président de la République a fixé en début d'année que sur la seule année 2015, nous soyons à la fin de l'année entre 50 et 60. Donc vous voyez la courbe exponentielle. Nous sommes plutôt bien partis, mais comme le président de la République vient jeudi matin, il précisera lui-même les choses sur cette question. Vous pensez qu'il va mettre la barre encore un petit peu plus loin? Je pense en tout cas qu'il fera un bilan, qu'il vous dira aussi ce que ça coûte à l'État, parce que vendre moins cher, c'est une recette de moins pour le budget. Et dans ces temps difficiles où chacun court après une recette, accepter de vendre moins cher, c'est une vraie aide de la nation pour programmer du logement social sur le territoire, et tout particulièrement, et j'y veille, sur des territoires où il n'y a pas ces fameux 20 ou 25%. Et la deuxième mission qui m'est confiée, et je l'adore, parce que c'est une vraie mission républicaine, c'est de voir comment, où des maires ont sciemment pendant 15 ans échappé à la loi SRU, ils ne pourront plus y échapper. Donc on parle beaucoup de pénalités financières, mais il y aura un certain nombre
de solutions qui seront apportées dans un texte de loi qui sera présenté par le Premier ministre au Conseil interministériel Égalité et Citoyenneté. Il va y avoir encore des amendements à la loi de, Oui, de Jean-Claude parce Guesson. que Est-ce qu'on lui demande son avis Parce que d'ailleurs cette loi, elle a vécu, et certains... Est-ce qu'on vous demande votre avis de temps en temps quand ça marche? Il ne me le demande pas, mais je le donne. D'accord. Et tout ce qui permet d'enrichir et de réussir l'application de la loi, parce que une loi qui n'est pas appliquée, c'est quand même un problème. D'ailleurs, moi, j'étais plus dur que ceux qui vont me proposer. Hein. Je pense que quelqu'un qui délibérément refuse l'application de la loi ne mérite pas d'être élu. D'être élu. Eh oui, eh oui. Et tu te mets en contrepartie, en contravention de l'application d'une loi, mais au nom de quoi? Au nom de quoi tu peux réclamer le suffrage de tes électeurs? Donc, tout ce qui va être dit par notre président et qui va conforter l'école publique. Imagine-toi qu'un maire décide, ben moi, dans ma commune, je ne veux plus d'école publique. Tu dirais, mais c'est pas possible. Eh bien, pour le logement social, il faut avoir la même attitude. Du moment qu'une loi a été votée, bien sûr, il ne s'agit pas de dire on vous oblige demain de faire, mais il y a des délais, il y a des choses qui sont faites, et on tient compte des situations, parce que tu as dit 25%, mais c'est 25% là où c'est tendu, sinon ça reste 20%, bon, etc. D'accord, d'accord. Mais vraiment, et alors, le président de la République, eh bien, je suis sûr, comme c'est quelqu'un qui respecte ses engagements, qu'il va redire ce qu'il a dit au début de son quinquennat, qu'il fallait construire 500 000 logements par an, dont 150 000 logements sociaux. C'était ça qui était proposé. D'ailleurs, qui justifie également les amendements qui ont été portés par Cécile Duflot. Donc, tout ce qui pourra être fait pour obliger à respecter la loi. Il y en a assez qui pensent qu'on est dans un pays où on peut contourner les lois et passer outre. Donc, il faut respecter la loi. Et la loi, il y a un besoin énorme. On parle de combien? Il y a 1 million 800 000 demandes. En attente, hein, de logement Et social. si je prends le Languedoc-Roussillon, c'est la région la plus attractive. La plus attractive de France. Tous les 3 ans, une ville de 100 000 habitants de plus à Languedoc-Roussillon. Maintenant, on va se retrouver dans la grande région avec Midi-Pyrénées. Si, dans la grande région, d'ailleurs, je regrette que Madame la ministre soit pas là à nos côtés, la différence entre ce que nous faisons, nous, en Languedoc-Roussillon, et ce que fait Midi-Pyrénées, est telle que la question des questions qui est posée, c'est que demain, dans la grande région, nous appliquons une politique régionale en faveur du logement social à la hauteur de ce qui se fait en Languedoc-Roussillon. Bon, c'est un autre débat, peut-être, cher Jean-Claude Guesson. Dans ce que, évidemment, moi, je ne sais pas ce que va dire le président, mais faire appliquer la loi, est-ce que ça ne peut pas passer aussi par un surcroît de répression, comme on dit habituellement, mais peut-être d'encouragement? Il n'y a pas des pistes aussi dans ce sens-là pour les communes qui peut-être sont encore en retard, mais font quand même beaucoup d'efforts? Oui, alors, moi je veux dire que la loi SRU, elle concerne en France 1022 communes. Attention, hein, Jean-Claude Guesson, vous avez vu, vous êtes croqué, hein, j'en profite pour le saluer. Clé de 12. Voilà, attention, il va bientôt monter sur la table. C'est pas exclu, hein, c'est pas exclu. Tout peut arriver avec Jean-Claude. Il y a 1022 communes qui sont dans un plan de rattrapage pour arriver un jour à ces fameux 20 ou 22%. Ce qu'il faut dire à cette tribune, c'est que la grande majorité des maires font le job. La grande majorité est dans un plan de rattrapage qui est respecté à la lettre.
tous les élus ne sont pas pointés du doigt. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas 20 ou 25%. Tous ceux qui font le rattrapage, il faut leur dire continuez. Et l'État est là pour vous accompagner, y compris avec les aides à la pierre. Mais certains, sciemment, et vous le savez, en font quelquefois un argument électoral. Bien sûr. Ou vous disent j'ai pas de terrain pour faire du logement social. Ou ma population n'en veut pas. Ou il y a des recours. Et quelquefois, quand on regarde les choses de près, ce que nous avons fait au cours des 6 derniers mois, parce qu'il y a 222 communes carencées sur les 1022, 222 mauvais élèves en quelque sorte. On se rend compte que certains maires nous disent on n'a pas de terrain pour faire du logement social, et qu'au cours des 15 dernières années, il y a eu plein de permis de construire pour faire de l'accession à la propriété, de la défiscalisation, de la promotion immobilière. Donc on n'a pas saisi des opportunités. Donc vous dites il faut les encourager. Oui, il faut les encourager, c'est pour ça que cet été, il leur a été proposé de signer un contrat de mixité sociale pour rattraper leur retard avec des engagements contractuels avec l'État qui peuvent se vérifier. Mais certains disent nous on ne veut pas. Eh bien, comme le dit Jean-Claude Guessot, s'ils ne veulent pas, la République, elle le veut. Donc, il y aura un certain nombre de communes, je ne peux pas être plus précis aujourd'hui, j'aimerais bien parce que ça me fait saliver, mais il y a un certain nombre de communes où l'État va se substituer au fait que le maire n'applique pas une loi de la République sur son territoire, en préemptant des terrains, signant des permis de construire, inscrivant d'office en dépenses sur le budget de la commune la somme nécessaire pour équilibrer l'opération, en allant chercher des logements libres dans le parc privé où il y aura des familles HLM et le loyer sera payé par la commune. Ce sont des petites dispositions qui, à mon avis, feront bouger les choses. Alors, je vais proposer à Pierre Girard de nous rejoindre sur ce plateau. Il est chef de service des études ici à l'INSEE Languedoc-Roussillon. Et avec la DREAL, avec la direction régionale du logement, bonjour, ils se sont penchés sur l'évolution. Vous en disiez un mot tout à l'heure. La Languedoc-Roussillon est une des régions les plus attractives de France. Justement, quelle perspective vous pouvez nous donner en quelques mots? Ça nous permettra de planter le décor. C'est quelque chose qu'on va reprendre à l'occasion d'autres... Non, pas celui-là. À l'occasion d'autres tables rondes. Les perspectives en matière de croissance démographique et d'évolution aussi sociologique, on va voir que ça a son importance ici en Languedoc-Roussillon. C'est à vous. Oui, alors bonjour. Je vais rappeler effectivement quelques éléments de constat pour faire un peu l'état des lieux sur cette croissance démographique et sur les besoins en logement notamment. Effectivement, vous l'aviez dit, Monsieur le Ministre, la région Languedoc-Roussillon, c'est une des régions les plus attractives. 1%, un peu plus d'1% de croissance de population chaque année, plus 27 000 habitants chaque année. Et l'essentiel de cette croissance de population, c'est par le jeu des migrations, c'est-à-dire qu'il y a plus de personnes qui arrivent dans la région que de personnes qui n'en partent. C'est donc ça l'essentiel de la croissance de population, avec une forte demande d'accès au logement, bien évidemment. Cette croissance de la population s'exerce dans les grandes aires urbaines, mais aussi et de plus en plus entre les aires urbaines le long des grands axes autoroutiers, si bien qu'il y a une très forte demande autour de ce qu'on pourrait appeler la périurbanisation, donc l'urbanisation et la périurbanisation. Ce que l'on peut dire aussi, c'est que cette croissance de population s'accompagne donc d'une forte croissance du nombre de logements, environ 20 000, un peu plus de 20 000 chaque année. Environ 20 000 logements de plus chaque année. Ce que l'on peut dire, c'est que principalement, ces logements sont des logements individuels. Il y a une forte demande pour le pavillonnaire. Aujourd'hui, il y a environ 2/3 des habitants de la région qui vivent dans du logement individuel. 1/3 dans du collectif. Alors c'est en train de changer. C'est en train de changer puisque les dernières statistiques, notamment fournies par la DREAL, semblent indiquer qu'on est plutôt un rapport de moitié-moitié. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Quelles sont les quelques perspectives que l'on peut envisager? Eh bien, on envisage une très forte attractivité, toujours pour les années qui viennent. Donc on s'est amusé à faire un certain nombre de projections de population qui indique que cette demande en logement continuerait d'être aux environs de 20 000 logements chaque année. Donc on a fait des projections comme ça. Si les tendances du passé se prolongeaient dans le futur, on serait toujours à environ
20 000 logements. Mais avec un certain Avec une nombre... évolution, hein, puisqu'il y aura peut-être un ralentissement. Par an, 20 000 logements par an. Ah, pour la grande région, on n'a pas fait l'exercice, mais ça doit être à peu près du même ordre, puisque les deux régions, il faut savoir, hein, sont, je ne vais pas dire les deux plus attractives de France, mais elles sont vraiment très attractives toutes les deux. Hein. Plus 55 000 habitants chaque année sur l'ensemble de la nouvelle région, et à peu près la même croissance en nombre de logements. Donc c'est à peu près du même ordre pour la partie Midi-Pyrénées. Et donc avec une évolution, puisqu'il y a peut-être un ralentissement de cet afflux démographique, mais en contrepartie, il y a ce que vous appelez la décohabitation, c'est-à-dire que pour le même nombre de gens, on a besoin de plus de logements. Voilà, tout à fait. Alors le nombre de logements continue à progresser et continuerait à progresser, bien que la croissance de population, elle, se tasse un petit peu. Alors pourquoi ? S'il y a un petit peu moins d'habitants supplémentaires chaque année, le nombre de logements continuerait effectivement par ce phénomène qu'on appelle la décohabitation. C'est-à-dire que dans chaque logement, il y a de moins en moins de personnes au fur et à mesure des années. Ça, c'est un phénomène de société. Ce sont les modes de vie qui évoluent avec les séparations des couples, les jeunes qui partent des logements. Pour vous donner un ordre d'idée, pour 100 habitants, il fallait 43 logements il y a 10 ans. Non, excusez-moi, je souris parce qu'il y a un dessin sur le... Voilà, qui n'est peut-être pas statistiquement très, très intéressant, mais bon. Oui, on n'a pas fait des statistiques sur ce sujet-là particulièrement. C'est des gens qui viennent. Alors, oui, ce n'est pas le solde naturel qui explique la croissance démographique. C'est justement le nombre d'arrivants. C'est le solde migratoire. Oui, simplement... Enfin, ce n'est pas interdit. Ce qui est présenté n'est pas interdit. Hein, alors, tout à fait. Oui, donc 43 logements pour 100 habitants il y a 10 ans. Il en faut 45 aujourd'hui pour 100 habitants. Donc vous voyez, on prend 100 habitants il y a 10 ans, 100 habitants aujourd'hui, il faut plus de logements. Et c'est ça, ce phénomène de décohabitation qui fait qu'on va maintenir une demande très forte. Un dernier mot, Pierre Girard, parce que je vois que l'heure tourne et j'ai encore beaucoup d'intervenants. À côté de toutes ces données globales, il y a aussi ce phénomène de l'éligibilité, de la précarité et du niveau de vie des habitants d'aujourd'hui et de demain, et donc cette éligibilité qui reste très forte en Languedoc-Roussillon. Éligibilité aux logements sociaux, je précise. Tout à fait. Alors ça, c'est un sujet qui est effectivement extrêmement important. La précarité est effectivement forte en Languedoc-Roussillon. 20% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. C'est le taux le plus important des régions françaises. La précarité, c'est une précarité financière, mais il existe d'autres formes de précarité. Par exemple, la précarité énergétique, c'est-à-dire que la part du budget qui est consacrée aux dépenses de chauffage, par exemple, concerne 8% de la population du Languedoc-Roussillon. Donc on est dans un environnement, si vous voulez, où, vous parliez tout à l'heure de demande, il y a une population très certainement en demande, en partie satisfaite dans le logement privé, avec des conditions qui sont peut-être pas tout à fait identiques à celles d'un parc de logement social. Il peut y avoir des difficultés. Et effectivement, c'est un très gros sujet, puisque quand on regarde les statistiques sur le logement HLM, on est à 10% de la population, à titre de comparaison. Donc ça, on a bien compris, encore un gros effort à faire, justement, avec les intervenants qui vont suivre. Merci beaucoup. Jean-Claude Guesson, je vous propose de laisser un petit peu votre place, mais restez parmi nous. Monsieur Repentin, restez avec nous. Et je vais proposer à Thierry Lemoine de nous rejoindre, à Robert Alric, bien sûr, également, et à Alain Péréa. Alors, Robert Alric va nous rejoindre. Il est vice-président du conseil départemental de l'Aude, président de Habitat Audois, vice-président de l'EPF. Et puis, nous avons également avec nous Alain Péréa. Vous êtes maire d'une petite commune, et ce n'est pas péjoratif, 140 habitants. Prenez le micro, 450. 450 habitants. Ah ben, vous voyez, c'est pas pareil. Déjà, c'est pas pareil. Ville-Daigne. Ville-Daigne. Comment vous avez... Dites-le au micro ce que vous avez dit, là.
Villedaigne. Non, c'est pas Non, ça j'ai que vous dit- avez dit. J'ai dit entre 150 et 450, ça fait 300 pénibles de plus. 300 pénibles de plus. Je ne sais pas s'il y a des habitants de Villedaigne ici, mais ça leur fera plaisir. On le leur rapportera. Vous êtes vice-président également de l'agglomération de Grand Narbonne. Et puis, entre autres activités, vous êtes directeur du parc naturel régional de la Narbonnaise. Et puis, je me tourne vers vous, Thierry Lemoine, directeur de l'EPF. Vous avez travaillé dans votre parcours à la fois dans les collectivités locales et également au ministère. Et l'EPF du Languedoc-Roussillon, c'est ce qu'on appelle un EPF d'État, avec donc cette double gouvernance. On aura d'ailleurs tout à l'heure la présidente de l'EPF sur ce plateau, Corinne Giacometti, qui elle est élue à la région. Simplement pour nous aider, nous rafraîchir et pour éclairer le public qui est là, vous nous expliquez en quelques mots à quoi ça sert un EPF? Eh bien, un EPF, c'est un établissement public dont la mission est très simple. Il s'agit d'acheter du foncier pour les collectivités territoriales qui ont des projets d'aménagement, et en particulier des projets de logement. Donc on achète le foncier, on le porte pendant la durée d'élaboration du projet, et une fois que le projet est élaboré, qu'il est entre guillemets commercialisé, on le revend au bailleur social ou à l'aménageur indiqué par la commune. Donc si tout se déroule bien, un projet se fait sans que la collectivité locale ait à débourser 1 euro pour ce projet. Donc ça permet justement pour les collectivités locales, quand elles sont en manque de moyens ou de capacité d'endettement, de pouvoir bloquer des terrains, en tout cas en faire quelque chose qu'elles jugent utile. Oui, absolument. C'est le moyen de pouvoir mener à bien un projet sans cette avance de trésorerie. Mais l'EPF apporte autre chose. Il apporte aussi à la collectivité une ingénierie de projet pour lui permettre de monter ce projet, de faire en sorte qu'il soit pertinent, qu'il soit viable sur le long terme, en termes de localisation, de politique urbaine. Et ce qui est important à préciser, c'est que ce portage, comme la fourniture d'ingénierie de projet, est gratuite pour la collectivité. Alors, ce portage se fait sans marge. Sans marge. Sans marge Alors, pour l'EPF. un mot sur l'EPF du Languedoc-Roussillon. C'est quelque chose qui a été décidé. Alors, Jean-Claude Guessot était avec nous il y a quelques instants. Il a fait partie de cette nouvelle majorité de la région Languedoc-Roussillon avec Georges Frêche qui a décidé, c'était en 2004, de s'intéresser au foncier, de s'impliquer dans la politique foncière et donc de créer avec l'État cet EPF. C'est ça? Comment, en quelques années, là, il a évolué cet EPF? Alors, les EPF ont une histoire assez longue. Les premiers EPF sont apparus à l'époque des villes nouvelles, quand il s'agissait de faire des réserves foncières pour ces grands projets urbains. Mais depuis la décentralisation, ils sont au service du projet des collectivités locales. Effectivement, Georges Frêche a souhaité avoir un instrument foncier pour la région. Lorsque vous interrogez des bailleurs sociaux et vous leur demandez quels sont les facteurs de blocage dans la réalisation de leur projet, le facteur de blocage qui intervient en premier, c'est la rareté et la disponibilité foncière. Donc en agissant sur ce facteur, on peut espérer, en agissant bien entendu sur d'autres facteurs aussi, mais débloquer la production de logements et de logements sociaux en particulier. Alors, on a avec nous justement des représentants de collectivités locales. Tiens, je vais me tourner vers Alain Péréa. Vous, alors, il y a cette... Prenez le micro, il y a cette commune, vous êtes maire, mais il y a également l'agglomération. On va peut-être s'intéresser à ce niveau-là. Ce que vous m'avez expliqué quand on a préparé cette table ronde, c'est que finalement, il y a un grand écart entre grandes communes et petites communes, au sens où très longtemps, dans vos communes, ce sont les services de l'État, pas forcément de l'EPF, qui ont eu en main finalement les clés de l'urbanisme, du plan local d'urbanisme, etc. Là où dans les grandes collectivités, il y a très longtemps qu'il y a eu appropriation par la collectivité de cette gestion du foncier. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Alors, les choses évoluent, mais il est vrai que la décentralisation à l'échelle de l'urbanisme et à l'échelle de la construction de la ville, c'est quand même quelque chose de récent. Et la pleine compétence des maires date des début des années 80, sauf que les services de l'État, essentiellement la DDE, devenue des DTM, a continué quand même à accompagner les petites communes, avec un dernier acte là, qui vient de se terminer, c'est la fin de l'instruction des permis de construire. Et donc, les petites communes
ou les communes de taille moyenne ne se sont pas forcément dotées de services, ne se sont pas forcément dotées de compétences nécessaires à un aménagement du territoire pertinent. Et lorsqu'on préparait l'atelier, vous m'avez posé la question, la stratégie foncière des collectivités. Mais c'est très très compliqué la stratégie foncière. Si on la regarde aujourd'hui, on la regarde avec le prisme qui est le prisme de l'habitat, mais il faut le regarder avec le prisme de l'agriculture, il faut le regarder avec le prisme de l'environnement, il faut le regarder avec le prisme des inondations. Donc déjà établir une stratégie, quelle qu'elle soit, c'est complexe. Mais alors sur une stratégie de l'habitat, c'est vraiment une problématique très très large. Et aujourd'hui, avec l'évolution de l'intercommunalité, nous dotons de plus en plus de compétences qui nous permettent d'accompagner les élus dans cette prise de compétences. Bien sûr, avec le PF aussi, et monsieur le directeur l'a rappelé, et heureusement que ces services sont là pour nous accompagner. Pour autant, nous avons quand même besoin de cet ancrage local, cet ancrage de proximité, pour comprendre comment la commune fonctionne, pour comprendre son histoire. Et donc, il faut réussir à trouver un bon équilibre entre cette compétence, cette approche qui pourrait être un peu trop technique, et derrière une approche qui serait uniquement politique et donc sans fondement technique. Je vous vois hocher la tête, monsieur Repentin. Non, je me dis à la réflexion, en écoutant monsieur le maire, qu'il y a un outil qui permet effectivement d'avoir ces visions complémentaires. L'avenir de l'agriculture, le développement économique, la préservation des espaces de respiration pour les générations futures, les destinations de l'habitat, à travers un outil d'ailleurs qui a été créé par la loi SRU, qui est le schéma de cohérence territoriale, le SCOT, dans lequel, normalement, on devrait retrouver ce projet de vie à l'échelle d'une grande intercommunalité, quelquefois d'ailleurs au-delà même de l'EPCI, plutôt sur un bassin de vie. Donc c'est un outil qui est important aussi pour aider les organismes de logement, quels qu'ils soient, à se projeter dans l'avenir pour savoir où finalement ils pourront offrir dans les années qui viennent des logements, en lien évidemment avec les maires et les structures intercommunales qui sont au pilotage de l'établissement de ce document qui s'imposera d'ailleurs au PLU des différentes communes. Alors justement, effectivement, j'aurais pu le citer, c'était dans la liste, vous êtes vice-président de la Fédération nationale des SCOT. Est-ce que... alors là encore, SCOT c'est un terme, moi je ne suis pas du tout aussi expert que vous autres, mais ça fait des années que j'entends ça. Mais j'ai toujours entendu également que le SCOT, finalement, c'était une belle réflexion, mais comme de toute façon, ça n'avait pas de contrainte, ça n'était pas associé à une contrainte particulière, c'est ce que on m'expliquait, peut-être que j'ai mal compris, finalement, ça pouvait ne pas forcément servir à grand-chose. Ça change aujourd'hui, ça va changer aujourd'hui ? Alors, il y a une subtilité, il y a une subtilité qui est la compatibilité dans les SCOT, mais on ne va pas rentrer dans le détail, ce serait ennuyeux et ce n'est pas l'objet. Effectivement, l'outil de réflexion et d'articulation, c'est le SCOT. Mais le SCOT, de par la loi et de par vraiment effectivement c'est la loi Guesso dont on a parlé tout à l'heure, le SCOT ne rentre pas dans la logique de parcelle, qui reste une compétence, qui est une compétence de l'autorité qui est compétent pour élaborer le document d'urbanisme local. Donc le maire et, je l'espère, mais je risque de me faire taper dessus, de plus en plus des intercommunalités avec l'évolution vers le PLUI. Et donc aujourd'hui, la stratégie foncière à la parcelle qui pose problème dans l'élaboration des projets reste une compétence communale, voire intercommunale. Le SCOT, lui, ne permet d'avoir qu'une vision générale de grands ensembles et définir de grandes logiques. Oui, donc ensuite on peut descendre dans certains documents d'urbanisme, on peut descendre à la parcelle au niveau du SCOT, mais nous ne sommes pas sur les grandes tendances aujourd'hui, et surtout on est véritablement sur une construction qui se veut une construction en échelle. On a le plan local d'urbanisme, même on pourrait dire l'AOP, vraiment dans le détail. Ensuite, un peu plus au-dessus, le plan local d'urbanisme, le SCOT, et ensuite les grandes lois. Et je crois qu'il y a une vraie cohérence, et il faut qu'on travaille tous à la mise en place de cette cohérence. Mais j'insiste vraiment, la stratégie foncière pour un maire, c'est quelque chose de très complexe, quels que soient tous les outils que l'on veut bien y donner. Je rajoute que là-dessus, on n'en a pas parlé, mais il y a la pression des propriétaires fonciers. Voilà, regardez, le SCOT, c'est cote.
C'est pas top. Bon, mais ça, c'est sa vision à lui. Hein. Vous voulez, juste en un mot, Thierry Repentin, avant que je donne la parole à M. Alric, vous vouliez réagir? Monsieur le vice-président de la Fédération des Scots a forcément raison, puisqu'il est vice-président de la Fédération des Scots. Donc chaque fois que vous lui répondez, vous pouvez changer de casquette. Et demain commencent les rencontres nationales des Scots à Rouen. Voilà. Mais, bon voyage. Je voulais simplement dire que ça fait le lien avec finalement la première et le premier élément de votre table ronde, c'est que certains Scots ont totalement intégré dans l'élaboration l'article 55 de la loi SRU, et certains Scots vont à la parcelle, certains, en indiquant par exemple que toute construction significative à l'échelle d'une commune devra intégrer sur les permis de construire au moins 20, 25, 30% de logements sociaux, ce qui veut dire qu'aucun permis de construire ne peut être signé par un maire s'il n'a pas l'aval du président du SCOT en disant « vous respectez le règlement du SCOT ». Mais ça, et c'est une bonne chose je pense, on peut avoir des SCOT plus ou moins incitatifs, plus ou moins directifs. Il y a une liberté qui est donnée aux élus de la République. D'accord. On voit que c'est encore extrêmement complexe. Robert Alric, alors pour avancer dans notre échange, je ne vais pas forcément vous demander de commenter ce qui vient d'être dit, mais plutôt de faire le lien avec Thierry Lemoine et le PF. Est-ce que vous, dans l'Aude, quand il y a eu la création de l'EPF régional, est-ce que vous vous êtes réjoui? Est-ce que vous vous êtes frotté les mains en vous disant enfin on va pouvoir s'appuyer sur un outil pertinent, performant pour gérer notre foncier? Alors, d'entrée, je vais répondre oui. Pour une bonne et simple raison, c'est que historiquement, depuis la création de l'établissement public foncier régional, dont j'ai eu l'honneur de faire partie du conseil d'administration et ensuite du bureau, et aujourd'hui, donc, je suis vice-président. Aujourd'hui, donc, lorsque nous rencontrons des élus sur l'ensemble de notre département, et ça nous arrive fréquemment, mais nous parlons essentiellement de l'établissement public foncier régional. Ça a été dit tout à l'heure, notamment dans l'approche de la loi SRU, Alain Péréa le disait aussi, c'est vrai qu'aujourd'hui, le problème du foncier est un problème majeur. Les collectivités locales, notamment chez nous dans notre département, mais les élus n'ont pas les moyens financiers de maîtriser le foncier. Et donc aujourd'hui, le fait d'avoir un établissement public foncier régional à notre disposition, qui aujourd'hui vient analyser le besoin en logement. Et donc ce partenariat que nous avons, parce que nous sommes tous les deux opérationnels, à la fois l'établissement foncier et nous en tant que bailleur social, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de pourcentage de logement social, il faut quand même, pour réaliser cet objectif, il faut que les bailleurs sociaux soient là. Il faut qu'ils s'impliquent. Il faut qu'ils soient force de proposition au niveau des élus. Et pour nous, donc, la maîtrise du foncier passe inévitablement par l'établissement public foncier régional. Alors, le directeur le disait, il porte le foncier, mais aussi il porte le financement du foncier. Parce que les conventions qui sont signées entre la collectivité locale, l'établissement foncier et le bailleur social partent sur une durée moyenne de 5 ans. Et donc là aussi, pendant 5 ans, l'établissement foncier achète immédiatement et le porte tant que le projet n'est pas concrétisé. Donc pour nous, sur les départements de l'Aude, département éminemment rural, la présence de l'établissement foncier est fondamentale. Vous faites beaucoup, vous avez chiffré le nombre d'opérations que vous avez pu faire et que vous avez en cours avec l'EPF. Le nombre de conventions que nous avons, je ne peux pas vous le dire exactement, mais ce que nous savons, c'est que le département de l'Aude est un bon élève en termes de conventions entre l'établissement public foncier régional et l'ensemble des collectivités territoriales et les bailleurs sociaux que nous sommes, puisque aujourd'hui, sur le département de l'Aude, nous avons 4 bailleurs sociaux locaux qui, aujourd'hui, assurent quasi totalement la production de logements sociaux sur le département. Alors, il y a un mécanisme que l'on m'a glissé à l'oreille. Peut-être vous pouvez certainement même nous en dire un mot. C'est celui de la minoration foncière. Vous avez déjà eu la chance de bénéficier de ce mécanisme-là? Pas habitat au doigt, mais effectivement un bailleur social départemental, notamment sur une opération à Coursan. Donc effectivement, avec les services de l'établissement public foncier régional, nous avons travaillé justement sur une minoration du foncier, puisque l'établissement public perçoit l'impôt tous les ans. Alors je ne sais plus, monsieur le directeur, si c'est 6 ou 7 euros par habitant. 6,5. 6,5, c'est entre les deux. 6,50. Alors on va dire 6.
2 600 000 habitants, vous voyez, vous faites la multiplication, voilà les potentialités financières de l'établissement tous les ans. Donc aujourd'hui, nous sommes en expérimentation sur des projets de minoration du foncier. Alors la mécanique est assez complexe, mais bon, pour schématiser, on achète 100, l'établissement public achète 100, plus les frais de gestion, on peut arriver à revendre à 95, 96, voilà. Donc tout ça pour dire que aujourd'hui, enfin, l'exemple de Coursan, puisque c'est le projet aujourd'hui qui bénéficie de la minoration foncière sur le département de l'Aude, c'est sur une trentaine de logements, c'est 200 000 euros. 200 000 euros, si vous le divisez par 30 logements, c'est quand même une subvention qui arrive donc en minoration du projet. Et aussi, ces 200 000 euros, moi je n'ai pas l'habitude de le dire, ce n'est pas le bailleur social qui en bénéficie, c'est le locataire final. Parce que ça aussi, il ne faut jamais oublier que chaque fois que nous avons un locataire qui vient du privé, qui vient chez nous dans le département, c'est entre 250 et 300 euros de bénéfice de pouvoir d'achat immédiat par le seul fait de déménager. Donc aujourd'hui, ce que l'établissement foncier est en train de mettre en œuvre sur l'ensemble du territoire de Languedoc-Roussillon, et j'espère ensuite, avec le mariage avec Midi-Pi, on y reviendra tout à l'heure. Voilà, donc je pense que ces phénomènes de minoration ne peuvent que servir l'équilibre financier des opérations, et au bout du bout, c'est le locataire qui en bénéficiera. Alors, avant d'avoir votre éclairage, je vais me tourner vers la salle avec Frédéric Delmas qui est là, qui représente FDI. Et FDI, donc, qui est un bailleur social. On va lui donner un micro, normalement. C'est prévu qu'il y ait des micros dans la salle. Voilà, regardez, le micro arrive. Et FDI Habitat, vous aviez une question, justement, sur cette minoration foncière, il me semble. Oui, merci. Merci. D'abord, je voudrais réagir et saluer Monsieur Lemoine et juste rebondir sur ce que vient de dire Monsieur Alric. Et pour compléter, quand on est un bailleur social, on est bailleur social au sein d'FDI puisque FDI est la filiale d'FDI SACICAP. On a aujourd'hui 5000 logements, on en produit 250 tous les ans. Et au cours des 2 dernières années, il y a une dizaine de sollicitations de l'EPF qui sont faites directement auprès d'FDI Habitat pour étudier des projets. Et donc le foncier, ça reste la matière première, vous le disiez tout à l'heure. Sans foncier, pas de locatif social, pas de logement locatif social. Et ces 10 dossiers, 10 sollicitations, c'est 4 dossiers aujourd'hui qu'on va faire en cours. Et le dernier, c'est les prunettes à Agde qu'on a livrées à la fin de l'été. J'ai juste une question en termes de politique sur ce processus de minoration foncière. Comment est calculée aujourd'hui la minoration foncière? Voilà, la question est simple, directe, concrète. Thierry Lemoine. Tout d'abord, la minoration foncière, c'est un dispositif expérimental qui existe depuis 1 an. Donc, dans quelques mois, on ira aux résultats pour voir comment ça a fonctionné et les résultats de cette expérimentation. L'objet de la minoration foncière, c'est de permettre de trouver un équilibre économique à des opérations de logement social qui, sans ce coup de pouce supplémentaire, n'auraient pas pu être réalisées. Donc la minoration foncière, comment elle est calculée? Justement pour permettre l'équilibre économique de l'opération. Donc c'est un comité de pilotage qui examine les opérations, les grands équilibres, de manière à réaliser ces opérations de logement social qui généralement se situent dans des contextes difficiles. C'est pour ça qu'ils sont chers et c'est pour ça que ces opérations, souvent, cette minoration concerne des opérations en communes carencées. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé. Donc c'est au cas par cas. Voilà, il n'y a pas une mécanique arithmétique qui dirait, voilà, il y a 5% ou 10%, etc. Voilà. Alors, merci, messieurs, merci. Je vais garder toujours mon délégué Thierry Le Repentin et je vais appeler 3 autres personnes à cette tribune qui sont Frédéric Lacasse, le président de l'agglomération de Béziers-Méditerranée, qui est également maire de Sérignan. Il y a Jean-Louis Granvaux, qui est directeur, et qui vient de La Réunion, qui est directeur de l'EPF de La Réunion. Et puis, il y a, prenez place, et puis il y a Corinne Giacometti, qui nous rejoint, qui est la présidente, je vous en ai parlé tout à l'heure, présidente de l'établissement public foncier. Asseyez-vous, je vous en prie, présidente de l'établissement public foncier régional. Voilà. Alors, je vais...
Non, non, je ne distribue pas encore les fiches, mais à la fin, si vous le voulez bien. Alors, Frédéric Lacasse, je me tourne vers vous. On va être dans le prolongement de l'échange précédent, hein, sur notamment vos rapports avec les EPF. On profitera encore d'avoir un acteur, un opérateur d'EPF pour vous répondre. Déjà, vous souhaitiez faire un point à la fois sur votre agglomération et puis peut-être un point d'éclairage aussi qui rejoint le début de ce débat sur la loi SRU et quelques démêlés que vous avez pu avoir pour essayer de respecter et de faire respecter dans votre agglomération, évidemment, la loi. Je vous propose de prendre un micro. Déjà, un mot sur Béziers et son agglomération. Sur l'agglomération, on a une politique volontariste depuis 10 ans. On a investi près de 14 millions d'euros pour l'acquisition de foncier et le revendre aux bailleurs. 12 millions d'euros, c'est sur l'acquisition de logements sociaux et puis le reste sur les villages de périphérie. On est dans la poursuite d'acquisition, enfin de création de logements sociaux. 1500 dans le but locatif public et on est toujours dans cette dynamique-là. Dans les 5 ans à venir, il faut savoir que notre OPH, dont je suis le président, va investir 340 millions d'euros, ce qui n'est pas rien pour nos entreprises, parce que l'investissement fait que l'économie fonctionne avec ça. Et le but, c'est d'aider ce territoire et de rentrer dans le cadre de cette loi SRU. Alors ça, c'est l'investissement que vous avez prévu de faire. L'investissement, on peut dire même qu'il y a des fonds propres qui ont été investis et par la communauté d'agglomération en lien avec l'OPH. On est à plus de 20 millions d'euros de fonds propres pour accompagner l'habitat. Alors est-ce que justement, parce qu'on sait bien, actuellement, il y a une pression forte sur les financements des collectivités territoriales. Est-ce que vous avez commencé déjà à travailler avec les EPF, alors pas celui de la Réunion, évidemment, on imagine, mais avec l'EPF d'État, la présidente est là. Est-ce que vous avez déjà utilisé ces mécanismes ? Tout à fait. On peut donner l'exemple de 3 communes où des zones ont été ZAD. Sur Lignan-sur-Aube, il y a 27 hectares. Sur Sauvian, 42 hectares. Et une convention directe avec la ville de Sérignan. Maintenant, les conventions ont des limites. Quand les zones sont ZAD, ça peut fonctionner, mais on est en convention de carence sur 2 communes du littoral. Bien entendu, j'ai bien aimé ce qu'avait dit la ministre, Madame Pinel, au sujet de spécificité du littoral et l'acquisition d'un foncier qui est très cher. Et sur des problématiques où on est sur un passif qui vient de loin, où on nous fait porter un passif de logements sociaux en retard. On fait tout l'effort nécessaire, mais même au niveau de l'EPF, des fois, quand eux-mêmes veulent intervenir, on a des partenariats, mais souvent, même eux ne peuvent pas sortir les opérations parce qu'on est sur un foncier relativement cher et même on est sur des problématiques de loi littorale, de trame bleue, de trame verte, de PPRI, qui nous impactent de façon conséquente. Et c'est ce que disait la ministre, peut-être que sur la territorialité, on pourrait sur des territoires être beaucoup plus global et reventiler là où on ne peut pas faire, essayer de territorialiser les logements sociaux. Thierry Repentin, est-ce que ça ne peut pas être ça, les aménagements? Mais certainement que vous y avez déjà réfléchi, travaillé, les services du ministère du Logement. C'est peut-être élargir les bases de calcul pour le respect ou pas de la loi SRU, peut-être tenir compte un peu mieux, je ne sais pas, de contraintes type la loi littorale. Ici, évidemment, ça concerne énormément de communes. Est-ce que vous entendez, est-ce qu'au ministère, on entend, pas le cri, mais enfin, les réflexions, les réactions des élus de terrain? Oui, évidemment, en vous disant que la loi SRU, elle ne s'applique, contrairement à ce que l'on pense, elle ne s'applique pas partout pareil. La loi, elle a prévu des cas de figure où on dit qu'il n'y aura pas de rattrapage. Quand vous avez, par exemple, 50% de votre territoire qui est en zone de submersion marine, je prends un exemple peut-être ici, dans les Alpes,
en lieu où il peut y avoir des avalanches, si vous êtes dans un risque Seveso, un plan d'exposition au bruit parce qu'il y a un aéroport à proximité, il existe des dispositions qui vous exonèrent de rattraper ce retard. De la même façon, les préfets doivent faire une analyse commune par commune tous les 3 ans sur le plan de rattrapage et peuvent décider de ne pas désigner cette commune carencée si elle estime qu'elle a des oppositions objectives en quelque sorte liées au territoire naturel, liées au fait aussi qu'il y a eu des recours sur les permis de construire. Donc chacune des communes est regardée au cas par cas pour l'arrêté de carence. Ce que je voudrais dire simplement, c'est pas toujours facile à comprendre, c'est que on me dit mais pourquoi pas raisonner à l'échelle de l'agglomération sur ces 20 ou 25%? Tout simplement parce que si vous raisonnez à l'échelle de l'agglomération, comme les agglomérations en France ont déjà plus de 25% de logement social, il n'y a plus un logement qui se fait en France lié à l'obligation de la loi SRU. C'est facile à comprendre, vous avez une grosse commune dans l'agglomération, la commune centre qui a 40, 50, 60, 70, 80% de logements sociaux, et je vous assure que ça existe en France, ça fait, réparti sur l'ensemble du territoire, les 20 ou les 25. C'est pour cela que c'est très difficile de dire, effectivement, nous assouplissons, on ne la calcule plus à l'échelle de la commune, mais à l'échelle de l'agglomération. Et par ailleurs, moi j'ai conscience que certains maires d'aujourd'hui ne sont pas en responsabilité directe. D'ailleurs, moi je ne dis jamais le nom d'un maire, mais je dis une commune, parce que le retard, c'est souvent un passif sur plusieurs mandats municipaux. Etc. Tout à fait. Frédéric Lacasse, cette réponse, vous l'entendez, vous aussi? Oui, mais une réponse globale est toujours bonne à entendre. Sur le principe, je suis tout à fait d'accord, mais sur la spécificité, pas du tout. Parce que au niveau de l'EPF, normalement, il devrait intervenir sur les zones difficiles. N'importe quel intervenant, même une commune, est capable de faire des logements sociaux sur une ZAC ou une ZAD. Par contre, ce qui en fait la difficulté, les logements sociaux, c'est sur les zones de centre-ville. Je vois sur la ville de Béziers, par exemple, il n'y a que 4% de logements sociaux en centre-ville. Alors, c'est plus de difficultés à essayer d'attraper tel ou tel propriétaire. C'est beaucoup plus difficile, mais justement, l'État devrait être levier dans ces zones de difficulté et nous aider plus facilement. Là, je parle en tant que président d'agglomération. Puis, en tant que maire de commune, ce que nous n'avons pas pu faire aboutir sur l'antériorité et sur des zones spécifiques, l'EPF n'a pas fait mieux que nous, et même moins, puisqu'il y a des fois où on aurait pu présenter une commune, et pour des raisons, et je le comprends, d'équilibre financier, ce n'était pas possible d'équilibrer. Par contre, sur des zones de ZAC, nous sommes capables de produire, et c'est ce que nous allons montrer, des zones à 30% de logements sociaux, conformément à la loi SRU, bien entendu. Thierry Repentin. Oui, je voudrais simplement rajouter un tout petit point pour préciser qu'on parle des rôles des EPF. Donc tout le monde a à l'esprit le rattrapage du retard de la loi SRU par la construction de logements neufs. C'est une des solutions. Les EPF peuvent accompagner les communes pour rattraper en construisant du logement neuf. Mais beaucoup de communes qui étaient en retard ont mis en place une stratégie, non pas en construisant des logements neufs, mais en transformant des logements existants qui n'étaient pas des logements sociaux en logements sociaux et en conventionnant par exemple avec l'ANA, l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, des logements dans le parc privé qui ont désormais une vocation sociale et ça permet aussi de rattraper. C'est aussi une solution pour des territoires qui quelquefois sont très contraints, n'ont pas forcément de foncier disponible. Je comprends qu'on parle des EPF ici, mais c'est une des solutions, les EPF. Il y a une palette complète dans les mains des élus. Alors allez-y, encore un mot, Frédéric Lacasse, voilà, mais j'aimerais qu'on aille faire un tour dans l'océan Indien. Même sur des opérations de requalification de l'habitat, on n'a pas toujours des finalités où le plan d'équilibre se fait. Je ne suis pas là pour discuter d'exemples, etc., particuliers, mais c'est ça la difficulté. Le but, c'est de travailler, bien entendu, ensemble. Le but, c'est essayer aussi d'être aidé sur les ZAD, parce que certaines communes qui ont des patrimoines d'agriculteurs, etc., ZAD des zones, autant des communes peuvent le faire spontanément, sans lever de la population. Alors là, c'est électoralement que certains maires se mettent en danger. Et quand ils sont sur des zones agricoles, souvent les agriculteurs s'y opposent en s'opposant aux zones de ZAD. Et voilà.
C'est difficile. Alors tenez, tournons-nous vers l'océan Indien. Et alors là, vous allez voir que c'est aussi compliqué puisque c'est une île avec 850 000 habitants. C'est la plus forte densité des départements français, non? Je me trompe, peut-être avec les Hauts-de-Seine ou Paris, mais enfin, si on enlève les parties montagneuses, oui. Voilà. Vous avez un volcan en plein milieu. Il y a le littoral. Le littoral est plein. Il faut même peut-être construire une route sur la mer. J'ai entendu parler de ça. Il y a un projet en cours en dizaines de milliards. Et au milieu de tout ça, vous, EPF, Établissement Public Foncier, vous accompagnez les communes pour essayer de effectivement mettre en place ces logements sociaux qui sont éminemment nécessaires sur ce bout de France. Comment vous faites? Mon collègue Thierry Lemoine a décrit l'activité des EPF. Ce qu'on fait un petit peu en plus peut-être à La Réunion, c'est qu'on fait ce qu'on appelle des plans d'action fonciers, qui sont des documents stratégiques sur chacune des communes de La Réunion, où on repère avec les élus locaux les terrains stratégiques à acquérir en priorité. Et ensuite, on a 2 voies pour les acquérir. Une voie à l'amiable, donc c'est la meilleure solution, mais aussi une voie par préemption. Et on a une délégation du droit de préemption sur 10 000 hectares urbains à La Réunion, à l'EPF, en sachant qu'il y a à peu près 20 000 hectares qui sont constructibles et classés en zone urbaine à La Réunion. Alors, excusez-moi, j'étais en train de caler une intervention suivante. Donc, on a évoqué ensemble différents aspects de votre intervention. Et puis, non, je cherche mes fiches, hein, excusez-moi, je suis un petit peu paumé, ça va m'arriver. Pas souvent, j'espère. Vous m'avez parlé d'une ville nouvelle. Ça veut dire que, on l'a dit tout à l'heure, avec les EPF qui ont été imaginés, créés à l'occasion des villes nouvelles de l'Île-de-France, vous portez ce type de projet actuellement. Qui le porte? C'est la collectivité? C'est l'EPF? On a une collectivité qui est une communauté d'agglomération et on a une opportunité foncière extraordinaire qui était un terrain de l'État à l'époque, sur 150 hectares au bord de mer, sur lequel on va faire appelons ça une ville nouvelle, une écocité en fait, avec toutes les composantes d'une écocité, notamment du logement social, mais aussi de l'activité économique, et tout ça dans une grande préoccupation de développement durable, comme on le développe aujourd'hui, donc avec des transports doux, des économies d'énergie, de la ventilation, etc. etc. Donc l'EPF est un partenaire indispensable pour cette opération, puisque le foncier s'élève à 47 millions d'euros. Donc on va faire une acquisition à partir du mois de janvier, la prochaine, première acquisition à 37 millions d'euros, et ensuite, on a une dot d'acquisition pour 10 millions d'euros. Donc, si l'EPF n'était pas là pour porter justement ce terrain, ça serait délicat pour la collectivité parce qu'un chèque de 47 millions d'euros comme ça, alors que l'opération va prendre plusieurs années, c'est très lourd pour une collectivité. Oui, il faut des financements. Tenez, regardez, ça me fait le lien avec Hélène Durlevanger qui est avec nous au Crédit Coopératif. On va lui amener un micro. C'est une banque. Est-ce que les banques, et pourquoi pas vous, banque coopérative, est-ce que vous êtes d'un secours quelconque pour alors les collectivités, voire pour l'EPF en matière de financement de ce foncier? Attendez, on va vous monter le micro, à moins que quelqu'un l'ait coupé. Voilà, ça y est, ça marche. Ça marche. Ça marche. Merci de votre aide. Donc oui, effectivement, le Crédit Coopératif finance les bailleurs sociaux et les SEM d'aménagement. Et il nous a paru cohérent de remonter la chaîne et de financer les EPF et les collectivités locales. Donc on a financé une dizaine d'EPF. On se rend compte aussi du rôle clé qu'ils peuvent jouer dans les opérations, notamment quand ils font des paiements à terme des terrains. Et on voit bien que ça joue sur les opérations. Et aujourd'hui, on a engagé une démarche spécifique en direction des écoquartiers, comme on a développé une expertise pointue sur les énergies renouvelables. Et on essaye d'avoir une cohérence sur toutes ces opérations pour être très réactif. Voilà. Donc les banquiers, les établissements financiers sont des partenaires réguliers, quotidiens pour vous? Là aussi, pour acheter un terrain à 47 millions d'euros, sur nos fonds propres, c'est délicat. Donc on a dégagé 10 millions d'euros de fonds propres. Mais on fait un emprunt de 40 millions d'euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations, qui nous fait un prêt sur un très long terme et qui nous permet justement de porter ce terrain à des conditions très très avantageuses pour le TCO. Ça va lui coûter beaucoup moins cher que de faire un emprunt. Alors peut-être, regardez, la prochaine fois, vous pouvez... Prêt Gaillard, pour le citer. Pardon, hein? Un prêt Gaillard. Un prêt Gaillard.
Gaïa. Gaïa. D'accord, d'accord. Quelques déesses grecques ou quelque chose comme ça. Alors, on a eu un échange également ensemble sur les EPF, leur évolution. Alors, vous avez une particularité, c'est que c'est un EPF local, c'est ça, mais qui couvre un territoire absolument cohérent, hein, la totalité de la Réunion. Vous voudriez devenir EPF d'État ou pas du tout? Qu'est-ce que vous conseillez aux EPF de la métropole? Vous avez un avis lointain là-dessus, il nous intéresse. Ben, moi, mon avis, c'est qu'on fait le même métier. Hein, les EPF d'État et les EPF locaux sont au service de l'intérêt général. On fait le même métier. Hein, ce que j'ai entendu tout à l'heure par Thierry Lemoine, Madame la Présidente va nous dire la même chose, je pense. On fait le même métier. La seule peut-être particularité que l'on a, c'est que nous, on est créé par des délibérations concordantes de toutes les collectivités. Ce qui fait que c'est difficile. Vous comprenez bien que sur un territoire, pour avoir des délibérations de toutes les collectivités pour créer un outil tel qu'un EPF, c'est délicat. Donc moi, personnellement, je prendrais l'idée d'un assouplissement de la législation à ce niveau-là pour faire en sorte qu'on ait des clés de majorité pour créer les EPF locaux et non pas des délibérations concordantes. À part ça, on fait le même métier et on rend les mêmes services. Ce qui serait dommage, c'est que les EPF locaux, pour des problèmes de majorité, de clés de répartition, de délibération, soient localisés sur des territoires trop restreints. Si on a des délibérations assouplies, on va dire, des clés de majorité assouplies, on pourrait agrandir les territoires de façon plus facile. Ceci dit, on fait le même métier. On devrait tendre à terme, à mon avis, vers un même outil. Alors, tendre vers un même outil et puis aussi gérer cette nouvelle donne territoriale. Corinne Giacometti, présidente donc, de l'EPF d'État Languedoc-Roussillon, mais vous êtes bien vous-même représentant de la collectivité régionale, hein, de la région Languedoc-Roussillon. Je crois savoir que vous avez pris en bonne nîmoise, permettez-moi, le taureau par les cornes, comme on dit par ici, et que vous vous êtes dit, on va peut-être pas attendre les élections, le résultat des élections, pour se poser la question du comment on pourrait travailler ensemble, notamment dans ces régions qui connaissent des fusions, des rapprochements. Oui, tout à fait. Comme vous dites, j'ai pris le taureau par les cornes. En fait, j'ai rencontré, nous avons réuni avec les directeurs et les présidents des EPF, donc des 5 EPF qui fusionnent, justement pour parler déjà dans un premier temps de nos problématiques, si on peut appeler ça des problématiques, mais de voir aussi les actions à poursuivre pour accompagner les fusions, les unions. Pour notre part, en Languedoc-Roussillon, nous avons un établissement public foncier d'État avec un EPFL qui superpose. Et en Midi-Pyrénées, il y a 3 EPFL. Des EPF locaux. Locaux. Donc le but, c'est, à l'heure d'aujourd'hui, et là-dessus, je compte vraiment sur, je sais que l'action de Thierry Repentin, c'est de nous accompagner, c'est-à-dire qu'il a été acté par les présidents et les directeurs de demander au ministre de vraiment prendre en compte, en tous les cas, de donner une mission au préfet préfigurateur, de façon à travailler sur la possibilité, pour ceux qui sont intéressés, d'aller travailler sur leur territoire. Il n'est pas question d'engloutir qui que ce soit ou quoi que ce soit, puisque comme vous venez de le dire, ça a été souligné par d'autres intervenants, nous faisons la même chose, c'est pour un bien commun, et donc le but, ce serait quand même d'arriver à travailler sur tout le territoire. Il n'y a pas un risque, ou en tout cas des difficultés tout simplement politiques, parce que les EPF locaux, j'imagine, sont l'émanation de collectivités locales avec des majorités municipales ou une majorité d'agglomération et qui des problèmes de compatibilité, l'idée de se faire absorber par qui détient le pouvoir, ça doit poser beaucoup de questions, non? Ouais. Ça, c'est le genre de questions qu'on peut entendre au quotidien, mais à un moment donné, nous sommes des personnes responsables, des élus responsables, et comme je viens de dire... En charge du bien public, c'est ce qu'on dit. Exactement, mais en plus, ça a été souligné par tous les intervenants, et je remercie encore mon collègue Jean-Claude Guessot avec toute la fervence qu'il a mis, parce qu'à un moment donné, c'est pas d'aller manger l'autre, quoi que ce soit, c'est pas le but. C'est de savoir comment nous pouvons mettre nos moyens en commun avec la volonté, et bien évidemment, nous avons déjà rencontré les EPF locaux, nous commençons, c'est un travail. Etc. Mais ce que je souhaiterais à l'heure d'aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle j'ai initié cette rencontre avec les présidents et les directeurs des EPF qui fusionnent, c'est de mettre un peu en amont, d'apporter nos connaissances, nos perspectives, et éventuellement travailler sur des outils qui pourraient faciliter la tâche. Thierry Repentin, ce sera ma dernière question et votre dernière intervention. François Hollande va parler des EPF après-demain?
pourrais lui suggérer. Vous pouvez lui faire un petit texto tout à l'heure, là. Par définition, personne ne sait ce dont il va parler, mais on peut avoir quand même quelques idées. Non, je ne crois pas qu'il va en parler. Mais ceci étant, je rejoins les personnes qui sont autour de cette table pour dire que ce sont des outils vraiment très importants parce qu'ils permettent d'avoir une politique foncière sur du moyen ou du long terme, sur des acquisitions pour lesquelles les collectivités locales n'ont pas forcément les fonds propres, qui permettent à des communes ou à des intercos d'acheter sans débourser 1 centime d'euro pour maîtriser du foncier. C'est l'EPF qui achète en leur lieu et place, lesquels EPF vont revendre à l'opérateur choisi par la collectivité locale, un organisme HLM, un aménageur. La décision, elle est toujours... Parfois avec une minoration. Toujours, pardon ? Parfois avec une minoration oui, de toujours, prix. parfois avec une minoration dans certains territoires. Et moi, je ne fais pas opposer les EPF locaux et EPF d'État parce qu'il y a une quinzaine d'EPF locaux en France. Ils sont le fruit de l'histoire de territoires, en général, où il y avait une vraie tension. Et les élus se sont mis autour d'une table en disant on ne peut pas laisser l'urbanisation être conditionnée par le fait que le foncier devient rare et cher. Il faut qu'on réfléchisse ensemble pour les générations qui viennent. Donc on se met ensemble, on crée un établissement public foncier local. Ils existent. Alors aujourd'hui, la loi NOTRe fait que des grandes régions se créent et il peut y avoir des projets pour que ces EPF locaux se fondent dans des établissements publics régionaux. Il faut dire aussi qu'il peut y avoir une superposition, la loi le permet. Il peut y avoir des territoires régionaux où vous avez un établissement public foncier régional et sur une partie de ce territoire, un EPF départemental ou intercommunal. La loi le permet. Moi, je pense que l'intérêt de cette loi, c'est de laisser la souplesse et du coup du dialogue entre les élus et ceux qui, in fine, se diront quelle est la meilleure solution pour effectivement avoir un vrai levier à l'égard de la maîtrise foncière, qui est une des clés du logement social, comme de tous les projets d'urbanisation de notre pays. Merci beaucoup, cher Thierry Repentin. Merci beaucoup, Corinne Giacometti, Frédéric Lacasse et Jean-Louis Granvaux. Merci à vous tous. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On peut applaudir nos intervenants et les remercier. Je pense que c'était extrêmement éclairant et précis.